Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une analyse d'un document sur la psychologie cognitive qui, honnêtement, fait un peu l'effet d'une douche froide. Bonjour. Oui, c'est vrai que la source du jour vient bousculer pas mal de certitudes. Je suis ravi d'être là pour en parler. Super. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on imagine un instant que le cerveau humain fonctionne exactement comme un smartphone flambant neuf qu'on vient juste de sortir de sa boîte. Sans même qu'on se rende compte, il y a déjà des dizaines d'applications qui tournent en arrière-plan. C'est ça. Des programmes qui tournent tout seuls. Voilà. Et elles vident la batterie, elles monopolisent la mémoire, et le plus fascinant, c'est que personne n'a jamais consciemment décidé de les ouvrir. Et c'est là qu'est notre mission d'aujourd'hui. Absolument. Comprendre pourquoi notre propre esprit nous échappe. C'est ça. On va essayer de décortiquer cette mécanique pour comprendre comment reprendre le volant de notre cerveau avant que d'autres ne s'en chargent à notre place. Parce qu'on aime bien croire que notre cerveau nous appartient, n'est-ce pas? On adore croire ça, oui. C'est très rassurant. Mais le texte qu'on analyse aujourd'hui nous dit que c'est un terrain d'influence grand ouvert. Publicité, réseaux sociaux, nos propres peurs, tout le monde y a accès. Comment c'est possible? Alors, pour comprendre, il faut se tourner vers les bases des thérapies brèves. Je parle d'approches comme la thérapie cognitive et comportementale, la fameuse TCC. Ouais, la PNL, la programmation neuro-linguistique, c'est ça, hein? Exactement. Et toutes ces approches partent d'un constat clinique très simple. L'humain fonctionne, en très grande majorité, sous pilote automatique. Sous pilote automatique. C'est-à-dire... Arbitre au quotidien, c'est souvent une douce illusion. Attendez, je me fais l'avocate du diable une seconde. Ça voudrait dire que si je m'énerve dans les embouteillages ce soir, c'est pas vraiment moi qui décide de m'énerver? C'est exactement ça. Votre cerveau a associé une situation à une réaction et il exécute simplement le programme. Mais pour comprendre comment l'esprit peut être influencé de l'extérieur, il faut d'abord comprendre pourquoi le cerveau laisse ses portes grandes ouvertes comme ça. Oui, pourquoi il fait pas le tri à l'entrée en fait? Et la réponse de la biologie est assez drôle, c'est par pure paresse physiologique. De la paresse. C'est-à-dire qu'il a juste pas envie de travailler? C'est une question d'économie d'énergie. Le cerveau adore économiser de l'énergie. Il ne représente que 2% de notre poids, mais il consomme 20% de notre énergie métabolique. Ah ouais, c'est énorme, c'est un organe super gourmand. Très gourmand. Donc, pour éviter la surchauffe à chaque micro-décision, il crée ce qu'on appelle des raccourcis mentaux ou des biais cognitifs. D'accord, donc face à une situation, au lieu de faire une analyse complète et épuisante, il prend l'autoroute neuronale qu'il connaît déjà. Voilà, c'est un mécanisme de survie. Dans la savane, si un buisson bougeait, nos ancêtres n'allaient pas faire un calcul probabiliste. Le raccourci disait « mouvement égale danger, on fuit C'est super efficace pour la survie immédiate, ça c'est clair. Mais du coup, si ces raccourcis sont la base de nos mécanismes de survie essentiels, développés très tôt dans la vie, est-ce que c'est pas complètement contre-intuitif, voire carrément risqué de vouloir les désactiver consciemment? ». C'est une excellente question. Et la réponse tient au décalage évolutif. Ce mécanisme, il était parfait pour la savane. Mais aujourd'hui, la menace a changé. C'est plus un tigre à dents de sabre, quoi. Non. La menace aujourd'hui, c'est un email passif-agressif d'un collègue ou une critique sur un réseau social. Or, le cerveau traite ces menaces psychologiques avec les mêmes vieux raccourcis de survie. Oh waouh. Donc il réagit à un email comme si notre vie en dépendait physiquement. Tout à fait. Et puisque le cerveau utilise constamment ces raccourcis, il finit par cesser de voir la réalité objective. Il ne voit plus que ses propres interprétations. Et c'est là que l'automatisme devient un véritable trait de personnalité. Ah, ça c'est un point majeur de la source d'aujourd'hui. L'idée que la réalité objective disparaît sous le filtre. C'est crucial, oui. Le document donne un exemple clinique frappant. Imaginez deux personnes qui vivent exactement la même situation professionnelle difficile. Une grosse baisse de budget, par exemple. D'accord, l'événement est rigoureusement le même pour les deux. Exactement le même. Mais la première personne, à cause de son filtre et de ses expériences passées, va se dire « je vais échouer, c'est la catastrophe ». Et son cerveau va produire des hormones de stress, du cortisol, j'imagine. Immédiatement, alors que la deuxième personne, face au même événement objectif, va utiliser un autre filtre et se dire « ok, c'est un défi, je vais devoir apprendre et être créatif ». Et là, la physiologie va suivre une voie totalement différente, plus stimulante. C'est ça.
Le danger, selon les thérapies brèves, il réside dans la répétition de ces filtres. Une pensée qui est répétée des milliers de fois comme « je ne suis pas capable », après des échecs, elle devient une habitude mentale. Et une émotion répétée devient un état familier. Vous avez tout compris. Jusqu'au point où un comportement répété se fige littéralement en identité. On se dit « je suis un procrastinateur » ou « je suis comme ça ». Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent. Parce que quand on comprend ça, c'est incroyablement déculpabilisant. Déculpabilisant, c'est le mot juste. Pourquoi vous dites ça, Evelyne? On a tellement d'habitude d'entendre que la dépendance affective ou la procrastination, ce sont des faiblesses morales, des défauts de caractère, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Exactement. C'est pas un manque de volonté, ce sont de simples apprentissages et mécaniques du cerveau. Le cerveau a juste très bien fait son job d'automatisation pour économiser de l'énergie. C'est une machine parfaitement fonctionnelle, oui. Le problème, c'est que ces failles internes, elles ne poseraient pas de problème majeur si on vivait isolé dans une cabane. Ah, mais c'est pas le cas. Non. Nous sommes entourés d'entités qui connaissent parfaitement cette mécanique cérébrale et qui l'exploitent au quotidien. L'économie de l'attention. On entre dans la partie un peu braquage de cerveau, là. Le terme est fort, mais justifié. La règle d'or de l'influence moderne, que la source synthétise, c'est celle-ci. Celui qui contrôle l'attention influence les émotions. Et celui qui influence les émotions va influencer les décisions, logiquement. Voilà. Qu'il s'agisse de voter, d'acheter un produit ou de passer 3 heures sur une application. Les plateformes numériques utilisent les notifications, les contenus ultra courts et la polémique pour court-circuiter notre réflexion consciente. Et ça marche incroyablement bien. Moi, j'utilise souvent cette image, c'est littéralement comme laisser la porte de sa maison grande ouverte en plein milieu d'une rue passante. N'importe quelle entreprise ou algorithme peut entrer et réarranger les meubles de notre esprit. C'est une métaphore parfaite. On stimule vos réactions impulsives via des récompenses instantanées. C'est le principe de la machine à sous. Pour moi, le fameux renforcement à ratio variable, on ne sait jamais sur quoi on va tomber en rafraîchissant notre fil d'actualité. Mais du coup, je me demande, on pourrait croire qu'avoir un diplôme ou être très cultivé nous protège de ça, non? C'est un mythe très répandu, en effet. Mais la source insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'intelligence académique, n'est-ce pas? Pourquoi être intelligent ne suffit pas à bloquer ces mécanismes? Parce que l'intelligence académique, le raisonnement logique, tout ça se passe dans le cortex préfrontal. Une zone très récente dans l'évolution, très lente et très coûteuse en énergie. D'accord, la zone de l'effort, en gros. C'est ça, alors que les algorithmes et les notifications, eux, ne s'adressent pas au cortex préfrontal, ils tapent directement dans le système limbique. Le cerveau émotionnel et archaïque? Exactement. L'amygdale pour la peur et la colère, le striatum pour la récompense. Donc, face à une notification rouge ou une vidéo révoltante, l'intelligence académique est juste court-circuitée. Le combat est truqué d'avance, en fait. Sur le plan neurologique, oui, si on ne fait pas un effort conscient. Alors justement, face à ce système hyper bien conçu pour capter notre attention, c'est quoi la solution? J'imagine que c'est pas la fuite ou jeter nos téléphones par la fenêtre. Non, la fuite n'est ni réaliste ni souhaitable. La solution réside dans le développement d'une maîtrise intérieure active. Et c'est là qu'on aborde la partie la plus porteuse d'espoir de la source, la neuroplasticité. Ah, la neuroplasticité. C'est la capacité physique du cerveau à se reconfigurer. Le cerveau reste malléable tout au long de notre vie. Il n'est pas figé à l'âge adulte comme on a pu le croire par le passé. Absolument pas. Il peut créer de nouveaux circuits neuronaux, défaire les anciens raccourcis toxiques, mais, parce qu'il y a un grand mais, cela demande un effort volontaire. Et oui, on en revient à l'énergie. La paresse de base du cerveau va résister. Exactement. Le texte liste d'ailleurs des compétences très précises à développer pour reprendre ce volant. Comme quoi, par exemple? Par où on commence? La première étape, c'est la métacognition. C'est la capacité d'observer ses propres pensées sans y croire aveuglément. C'est-à-dire faire un pas de côté. Ne pas se dire « je suis nul », mais « tiens, mon cerveau est en train de produire la pensée que je suis nul ». C'est subtil, mais c'est la clé. Ensuite, il faut apprendre à différencier une impulsion d'un besoin réel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de regarder mon téléphone maintenant, ou c'est juste un pic de dopamine qui réclame sa dose? Ouais, mettre de la conscience entre le stimulus et la réaction. Voilà. Entraîner son attention. Questionner les croyances héritées. En fait, penser par soi-même aujourd'hui, ce n'est pas tout rejeter en bloc. C'est plutôt choisir consciemment les influences que l'on accepte de laisser entrer. Exactement. L'utilisation consciente de son cerveau devient un véritable acte de liberté dans notre société. Un acte de rébellion presque. Alors, ça m'amène à une question importante. Donc,
Si on comprend bien la démarche, le vrai développement personnel sérieux dont parlent ces scientifiques, il est à des années-lumière de la mode de la pensée positive à tout prix, non? Ah oui, complètement à l'opposé. Vous savez, ce truc où l'on se force à sourire à son miroir et à ignorer tout ce qui va mal. Si on relie ça au contexte global de notre analyse, la positivité toxique est juste un autre filtre aveuglant, un autre raccourci pour éviter de traiter la réalité. C'est se mentir à soi-même. C'est ça. L'objectif de la maîtrise cognitive n'est pas d'être perpétuellement joyeux, c'est d'être lucide. Être lucide sur sa propre mécanique interne. Faire face à ces vrais mécanismes, même quand ils sont inconfortables. C'est brillant. Alors, pour résumer un peu tout ça, l'idée centrale qu'on doit garder en tête, c'est que le cerveau est un outil surpuissant, mais si on ne décide pas de le diriger consciemment, ben, il sera inévitablement utilisé par autre chose. La nature a horreur du vide. C'est ça. Si c'est pas nous au volant, ce sera nos propres peurs enfouies, nos vieux conditionnements d'enfance, ou tout simplement les intérêts financiers des entreprises technologiques. Et c'est la question fondamentale que pose cette source à la fin. Au quotidien, qui tient réellement le volant de votre esprit? Ça fait réfléchir. Et d'ailleurs, pour clore cette analyse, j'aimerais qu'on partage une réflexion un peu vertigineuse avec ceux qui nous écoutent, pour pousser le concept encore un cran plus loin. Allez-y, je vous écoute. Si notre identité actuelle, je veux dire nos peurs, nos goûts, nos réactions les plus épidermiques, si tout ça n'est en grande partie que le résultat d'une série de pensées et de comportements répétés en pilote automatique, Oui, de simples habitudes neurologiques consolidées avec le temps. voilà. Alors, qui sommes-nous réellement, au fond, le jour où l'on décide de désactiver toutes ces couches de programmation? Est-ce qu'il existe une version authentique de nous-mêmes cachée sous tous ces automatismes, ou est-ce qu'on est juste condamné à n'être que la somme de nos habitudes? C'est une question vertigineuse en effet. Ça remet en perspective tout ce qu'on appelle la personnalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur ce, merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec moi aujourd'hui, c'était fascinant. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de notre propre esprit. Prenez soin de vous et surtout, gardez les mains sur le volant. À très vite.